Aujourd'hui, nous allons parler de Mayotte, 2 mois après le cyclone Chido qui a frappé l'île, et nous allons en parler donc avec Lucie Alexandre et Julien Lecaux. Salut à tous les deux, comment vous allez? Salut, ça va? Ça va très bien aussi. Vous êtes en pleine forme pour ce nouveau stream? C'est pas la première fois que vous apparaissez dans les streams de Libération. Lucie, on t'a déjà vu toi surtout sur les questions politiques, puisque tu fais partie du service politique ici à Libé. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que tu es avec nous, parce que tu vas surtout nous donner des éléments de réponse sur les nombreuses questions politiques dont Mayotte et le cyclone Chido ont été l'objet très rapidement finalement après ce cyclone. On aura l'occasion évidemment d'en parler. Et puis toi, Julien, tu as été sur place à Mayotte, notamment là il y a quelques semaines, c'était dès mi-janvier je crois que tu es retourné sur place. Ouais, c'est ça, j'ai passé une grosse semaine là-bas autour du 20 janvier, donc un peu plus d'un mois après le passage du cyclone. Tu étais également avec un photographe dont je vais vous montrer les photos tout de suite. En image à Mayotte, les ravages de Chido sous le regard de David Lemort, donc notre photographe qui est présent sur place et que tu as eu aussi l'occasion d'interviewer toi, Julien. Ouais, c'est ça. David, je l'avais interviewé quelques jours après le passage du cyclone, parce que lui, il avait aussi été très touché. La maison dans laquelle il vivait avait été détruite, il n'y avait plus de toit. Et donc il s'est retrouvé surtout les premières semaines dans une situation très bizarre où il était lui-même victime du cyclone, il avait plus d'endroit où dormir, il devait mettre en sécurité ses affaires chez des voisins, s'assurer qu'il n'y ait pas de pillage chez lui, et en même temps documenter la catastrophe, donc aller prendre des photos à droite à gauche. Donc c'était des journées très intenses pour lui. Il a fallu aussi qu'il trouve du réseau pour pouvoir envoyer ses photos. Donc il m'avait raconté un petit peu tout ça dans une interview, et puis après une fois à Mayotte, fin janvier, j'ai pu bosser avec lui tous les jours. On a passé une semaine ensemble. Justement, fin janvier, toi, quand tu y es retourné, avant aussi de reposer tout le contexte autour de ce cyclone, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelle était la situation sur place? Ouais, c'était... disons que c'est paradoxal, on n'était plus vraiment dans l'urgence absolue comme ça avait été le cas lors des premiers jours. Il y avait à nouveau de l'eau au robinet, de manière aléatoire, parce qu'à Mayotte, il n'y a pas d'eau tout le temps au robinet. Il y avait à nouveau à peu près de l'électricité partout, même s'il y a encore certaines personnes qui n'avaient pas d'électricité. Les barges, donc les bateaux entre les deux îles, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une petite île, une petite terre, là où il y a l'aéroport et en gros les bâtiments de la préfecture, et grande terre, là où il y a l'essentiel de la population. Et donc il y a une connexion entre ces deux îles et qui fonctionne. Faut prendre un bateau entre les deux îles. C'est très commun à Mayotte, sauf que les bateaux ont été endommagés. Donc dans les premiers jours, c'était très compliqué de prendre ces bateaux-là. C'était réservé aux soignants, aux policiers, etc. Et donc moi, quand j'y suis allé, ça refonctionnait. Il y avait plus d'attentes que d'habitude, moins de bateaux que d'habitude, mais ça refonctionnait. Et globalement, on voyait quand même qu'il y avait eu un cyclone. Par exemple, déjà quand on prend ce bateau, on voyait qu'un peu partout, il y avait des bateaux de pêche, des bateaux de particuliers qui étaient échoués sur la côte. Certains qui étaient complètement retournés, ça donnait l'impression qu'ils étaient tout légers et quelqu'un les avait balancés sur les côtes. Et ensuite, sur la végétation, ça se voyait beaucoup. Tous les arbres étaient cassés, concrètement. Donc, des arbres coupés en deux. Il y a une énorme densité de forêt à Mayotte. Donc, normalement, on voit... Quand on est au milieu de la forêt, on ne voit pas à quelques mètres parce que les arbres sont ouverts. Et alors que là, on voyait sur des centaines de mètres, toute cette densité avait été perdue. Mais les routes avaient été dégagées, on pouvait quand même circuler. Donc on était dans un moment où on voyait encore qu'il y avait une catastrophe, qu'il y avait le cyclone, mais la vie reprenait petit à petit son cours. Et au niveau des bâtiments, il y avait beaucoup de bâtiments cassés, beaucoup de toits, par exemple, sur lesquels il y avait des bâches, ou des bâtiments qui étaient un peu laissés à l'abandon le temps de... il y avait d'autres priorités qui avaient été... mise en avant. Et l'autre côté un peu bizarre, c'était tout ce qui est bidonville, qui était quasiment reconstruit à l'identique. Si on se baladait dans les bidonvilles, on pouvait presque pas savoir qu'il y avait eu de cyclone. Ça se voyait parce qu'il y avait des déchets un peu partout, parce qu'il y avait encore quelques habitations qui étaient détruites, mais vraiment, ils étaient totalement reconstruits et c'était assez impressionnant. Le 14 décembre 2024, c'est donc à ce moment que Mayotte a été frappée par ce cyclone Chido. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer aussi à ce moment-là qu'est-ce qu'on découvre et quelle est l'ampleur de ce cyclone? Ça a été difficile les premiers jours de se faire une idée du cyclone parce que Mayotte s'est retrouvé vraiment coupé du monde. Il y avait très très peu, voire pas de réseau téléphonique, plus d'internet, plus d'électricité. Donc c'était très dur d'avoir des nouvelles. Moi je sais que dès le 14 décembre, il se trouvait que c'était un jour où je travaillais, donc ça tombait bien. J'ai appelé plein de personnes que je connaissais à Mayotte. C'était très très dur d'avoir des retours. Et les premiers retours que j'avais, c'était des personnes qui étaient sous le choc, qui se demandaient un peu ce qui venait de se passer. Tout le monde disait qu'il y avait eu les alertes sur le cyclone, depuis plusieurs jours on en parlait, mais personne s'imaginait que le cyclone allait frapper aussi violemment Mayotte.
Habituellement, les cyclones, ils se font plutôt attraper par Madagascar qui protège un peu Mayotte. Et donc, c'est rare que Mayotte soit vraiment frappé par un cyclone, ou quand le cyclone arrive, souvent, il a beaucoup perdu en intensité. Et donc là, tout le monde était surpris de ce qui venait de se passer. J'ai une dame que j'ai régulièrement au téléphone qui me décrivait un peu ce qu'il y avait autour de chez elle. Elle me disait que les bidonvilles qu'elle voyait d'habitude depuis sa fenêtre étaient complètement rasés, qu'elle voyait beaucoup plus loin que d'habitude parce qu'il n'y avait plus de végétation, donc ce que je disais. Et elle me racontait qu'elle avait commencé à passer le cyclone dans son salon avec des amis à elle, et qu'en fait très vite elle a fini dans un couloir à se protéger parce que la baie vitrée menaçait de céder de son salon. Elle avait fini par casser aussi. J'ai aussi eu un soignant que j'ai assez régulièrement qui lui avait passé la nuit à l'hôpital et qui me racontait que l'hôpital était énormément touché. Et c'était pareil, c'était le choc. Personne ne savait combien il pouvait y avoir de victimes, quels dégâts on allait trouver. Tout le monde était un peu paniqué, choqué, ils ne savaient pas trop. Enfin, c'était vraiment un moment de flou assez général. Et c'était très très dur d'avoir des informations officielles, impossible de joindre évidemment la préfecture. Impossible d'avoir un bilan, et même la préfecture devait avoir un mal fou à joindre ses services un peu partout à Mayotte. C'était vraiment le flou, et ce flou a duré assez longtemps. Je sais que pendant 3, 4, 5 jours, c'était très très compliqué d'avoir du monde sur place. Les premières personnes que j'arrivais à joindre au début, soit elles n'avaient plus de batterie, soit elles n'avaient plus de réseau, enfin, ça fluctuait beaucoup, et c'était vraiment, vraiment dur les premiers jours d'avoir des informations, et encore plus pour les gens sur place, j'imagine, qui étaient dans l'urgence de trouver un endroit où dormir, à manger, à boire. Voilà. Dans ce flou, on a aussi rapidement scruté les réactions politiques, évidemment, et il y a quelqu'un qui a été un petit peu sous le feu des projecteurs à ce moment-là. C'était à ce moment le nouveau Premier ministre, ça faisait très peu de temps qu'il était Premier ministre, c'est François Bayrou. 24 heures, oui, qui a été un petit peu critiqué de par son absence, même à Mayotte aussi. Ouais, en fait, pour resituer pour les gens, c'est vrai que tout s'est un peu enchaîné. C'est-à-dire que donc, le cyclone, c'est le 14 décembre. Bayrou est nommé le 13 décembre dans des circonstances un peu... sa nomination, ça met du temps. On dit qu'il s'est quasiment autonomé parce que finalement, Macron ne l'avait pas choisi au départ. Et donc, tout ça est un peu... le cyclone a lieu dans ce contexte. Et en plus, c'est juste avant les fêtes, quoi. Et les vacances. Et donc, dans un premier temps, Bayrou, en fait, le week-end qui suit, donc c'est vendredi 13, samedi 14, ne se rend pas à Mayotte et se justifie d'une façon un peu embourbée, on va dire, où il dit que Macron est à l'étranger et qu'il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République soient en même temps tous les deux à l'étranger. Bon, déjà, c'est pas très vrai, rien que ce truc-là. Mais en plus, du coup, il semble sous-entendre que Mayotte, c'est l'étranger et pas la France. Et il se justifie aussi en disant qu'il doit aller animer le conseil municipal de Pau, dont il est toujours maire à ce moment-là. Et du coup, voilà, il y a un espèce de gap entre l'ampleur des dégâts qu'on ne connaît pas encore, mais quand même qui est une situation extrêmement difficile, et le Premier ministre qui renvoie à un conseil municipal pour les fêtes. Donc voilà, donc c'est les premiers pas de Bayrou, il se prend un peu les pieds dans le tapis, quoi. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'à ce moment-là, et ça a des conséquences pour la suite, notamment ce dont on va parler, c'est-à-dire le projet de loi d'urgence pour Mayotte, qui en fait est élaboré en vitesse dans ces jours-là qui suivent le cyclone, c'est que les ministres qui sont en poste et qui travaillent dessus, donc notamment les cabinets, etc., sont des ministres démissionnaires, parce que le gouvernement de Michel Barnier a été renversé le 4 décembre par une motion de censure. Et donc, quand le cyclone a lieu, Bayrou vient d'arriver en poste, mais il a été nommé, mais lui, il n'a pas encore nommé son gouvernement, qu'il faudra attendre la veille de Noël, donc le 23 décembre. Donc, en fait, il y a 10 jours où Bayrou vient d'être nommé, donc déjà, il débarque, il y a plein de dossiers quand on arrive à Matignon, et en plus, ses ministres à lui n'ont pas été nommés, donc du coup... c'est les anciennes équipes qui s'occupent des choses, quoi. Donc il y a tout ce contexte qui fait que déjà la situation est très compliquée, et en plus elle est gérée dans un moment de flou du fait de la situation politique. Il y a une question aussi de Yann Amat dans le chat sur ce moment aussi qui dit
il y a eu une récupération avec le thème de l'immigration sans jamais parler du problème du changement climatique, ce qui était vraiment choquant, je trouve, qui nous dit Yann Amat. C'est vrai qu'on a rapidement parlé de cette question de l'immigration concernant... Oui, Mayotte. c'est vrai que le contexte dans lequel l'exécutif gouverne avec la droite, avec un peu cette menace du RN, c'est qu'il y a une espèce de course à l'échalote sur les sujets d'immigration. Et du coup, très vite, le sujet est pris par cet angle-là, parce qu'on a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Après, c'est Valls qui est nommé aux Outre-mer, qui est quand même connu pour être, on va dire, un peu à l'offensive sur les questions d'immigration, donc qui, dès l'arrivée du projet de loi d'urgence pour Mayotte dans l'hémicycle, un peu donne le point aux élus locaux. Il y a 2 députés en fait de Mayotte à l'Assemblée. Il y en a une qui est Lyotte, Estelle Youssoufa, qui tient un discours quand même très dur sur l'immigration, qui met ce sujet très en avant. Et il y a une élue Rassemblement National, donc elle qui vraiment n'est à peu près que là-dessus. Et le RN aussi qui, comme la France Insoumise, en gros dans les Outre-mer de façon générale, à Mayotte en particulier, le camp présidentiel, la droite, les partis traditionnels sont de plus en plus faibles. Et ce qui monte, c'est donc plutôt LFI et le RN sous des angles un peu contestataires. Et le RN à Mayotte est vraiment très très implanté parce qu'il surfe sur ce discours contre l'immigration qui prend vraiment beaucoup à Mayotte parce que le sujet est effectivement important là-bas. Et du coup, le RN, sur le projet de loi d'urgence, par exemple, ils étaient en masse dans l'hémicycle, là où la plupart des autres camps n'étaient pas présents parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'enjeux sur ce texte, que tout le monde allait voter par nécessité alors qu'il n'y avait pas de choses dedans, quoi. Pourquoi le sujet de l'immigration est autant un sujet là-bas, Julien? Toi, est-ce que les Mahorais t'en parlent aussi assez rapidement quand tu les rencontres sur place? Ouais, c'est un sujet qui revient très souvent, très rapidement dans la bouche des Maoris. Pour comprendre un peu pourquoi on en parle autant, faut se dire qu'à Mayotte, il y a près la moitié de la population qui est étrangère. Sachant que je m'étais fait une petite fiche avec les chiffres, sur cette moitié de la population qui est étrangère, il y en a près un tiers qui sont des personnes qui sont quand même nées à Mayotte. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la nationalité française, pas encore, peut-être qu'elles l'auront plus tard, mais voilà. Donc, un habitant sur 2 qui est étranger, et avec une croissance de population qui est très forte, bien plus élevée que dans le reste de la France, et beaucoup d'arrivées, notamment des Comores, un petit peu d'Afrique continentale aussi, qui font qu'il y a beaucoup de population à Mayotte, de manière générale, et que tous les services publics sont sous-dimensionnés, que ce soit l'hôpital, que ce soit les écoles. Et donc cette question migratoire, c'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche des Mahorais, et les discours sont souvent très anti-immigration. On parle très vite des Comoriens notamment, on les rejette, on les stigmatise. Il y a des fois des thèses un peu complotistes à ce sujet, avec des discours qui peuvent être très très violents. Et il faut quand même rappeler qu'il y a eu un moment de l'histoire où Mayotte faisait partie des Comores, et que c'est après le référendum de 74 et 75, je crois qu'il y en a eu 2 consécutifs, que Mayotte a décidé de rester rattachée à la France, là où les 3 autres îles des Comores ont, elles, choisi l'indépendance. Donc c'est une immigration qui vient d'îles qui appartenaient aussi à la France à une époque, et dont Mayotte faisait aussi partie. Donc c'est un peu particulier. Je vous relais une question du chat. Comment expliquer la pauvreté si élevée sur l'île? On en revient à cette question migratoire aussi. Il y a énormément de personnes qui arrivent avec rien, et donc qui survivent comme elles peuvent. Donc ça, c'est dû à la localisation sur toute l'île? Oui, c'est ça. Si on a une personne sur 2 qui est étrangère, beaucoup en situation irrégulière, qui n'ont pas le droit à grand-chose, ils ne peuvent pas travailler, et ils se retrouvent dans des situations de précarité énormes. Donc je pense que c'est beaucoup ça. Et le développement de Mayotte, qui avait quand même un certain retard vis-à-vis du reste de la France, il ne suit pas cette arrivée de personnes, quoi. On se retrouve avec beaucoup de personnes très très pauvres qui arrivent, et un archipel qui se développe pas au même rythme. Je pense que c'est beaucoup ça. Moi, j'avais
un peu discuté avec un économiste de ce sujet-là, et il disait qu'il y avait vraiment un problème aussi d'investissement, c'est-à-dire qu'en fait, pour développer l'économie locale, ils ont du mal à trouver des fonds parce que, en fait, les entreprises, notamment hexagonales, et de façon générale, il y a peu de personnes qui ont de quoi investir dans le développement de l'île. Donc voilà, donc il y a aussi un problème presque financier de trouver des leviers et des investissements. Et c'est en ça qu'ils accusent parfois la France de ne pas les aider, parce que il y a des filières en fait qui pourraient exister, notamment des filières économiques qui pourraient être développées sur la pêche, sur le travail de certaines matières premières comme des fruits, de l'algue, etc. Donc l'agriculture. Et ils trouvent que en fait la France ne les aide pas suffisamment dans le fait de faire une sorte de pilotage économique, un peu d'aider l'île à se structurer économiquement. Comme ils peuvent le faire parfois dans l'Hexagone, où quand même on aide certaines filières à se développer, quoi. Quand on parle d'immigration, on parle aussi du coup des demandes d'asile. Certaines personnes veulent prétendre à la nationalité française et à la protection française en arrivant aussi à Mayotte. Quelle est la réglementation aujourd'hui concernant les droits de personnes qui arrivent à Mayotte et qui veulent prétendre à l'asile? Je peux répondre si tu veux. Ouais, vas-y. Ça a été en fait, donc là on parle notamment du droit du sol. Enfin moi du coup c'est sur ça que je suis un peu calée là. C'est que le droit du sol, donc qui est hérité un peu de l'ancien régime en France, a déjà une spécificité à Mayotte qui est pas la même que dans l'Hexagone, qui a été introduite en 2018 par la loi Asile-Immigration, donc déjà par Macron, la majorité présidentielle à l'époque. Et en fait, donc ça a introduit une spécificité pour Mayotte où en fait il faut que l'un des deux parents soit présent sur le sol depuis minimum 3 mois à la naissance de l'enfant pour avoir accès à la nationalité. Et cette spécificité-là, en fait, a été étendue dans le cadre donc de la niche du groupe Les Républicains à l'Assemblée. La niche, c'est quand un groupe peut proposer des textes de loi pendant une journée à l'adoption. Et donc, du coup, ils ont proposé que cette spécificité soit étendue, donc non pas à 3 mois, mais à 1 an, et qu'au lieu que ce soit l'un des deux parents, ce soit les deux parents. Voilà. Et du coup, ça a été voté. Il y a une majorité au Sénat pour continuer la navette. Donc ça va. Clairement, c'est de durcir les conditions d'accès. C'est de durcir les conditions d'accès au droit du sol. Et la gauche dit que de fait, ça revient quasiment à supprimer le droit du sol. Ça revient pas à le supprimer parce que le RN, lui, et la droite parfois, revendiquent eux vraiment ils veulent supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est-à-dire complètement enlever ce principe-là. Mais la gauche dit que déjà cette restriction, le fait de passer de 3 mois à 1 an, ça va rendre vraiment, et surtout le fait que ce soit les deux parents, ça va rendre en fait les conditions tellement restrictives que ça va concerner très peu de gens. Et il y a même des députés, par exemple Modem ou macronistes, qui voulaient pas voter ça parce qu'ils disaient que ça allait avoir un impact vraiment très compliqué pour aussi les familles monoparentales, ou quand il n'y a qu'une femme qui en fait connaît pas vraiment le père de son enfant, etc. Et qui du coup, ou quand elle le connaît mais qu'il est étranger et du coup elle va dire qu'elle le connaît pas pour que l'enfant puisse accéder à la nationalité. Enfin que en gros ça va totalement désorganiser l'accès à la filiation, l'accès à l'origine des enfants et voilà, et que finalement ça ne le supprime pas officiellement mais ça va vraiment le contraindre. Et si je peux ajouter un truc là-dessus, du coup, ça crée des situations qui sont quand même assez folles, où on va avoir, c'est déjà le cas avec les restrictions qu'il y a actuellement, mais ce sera encore plus le cas après, un enfant, par exemple, qui naît aujourd'hui à Mayotte de parents qui viennent des Comores, par exemple, qui sont arrivés il y a 2 mois des Comores, donc il naît à Mayotte aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 18 ans, il sera majeur, il sera pas français, il sera toujours considéré comme étranger, sauf que là, on voudra le renvoyer, ce sera les Comores où il n'aura jamais vécu, et on le refusera à Mayotte, donc en fait, il aura plus vraiment d'endroit où ce sera chez lui, quoi. Et ça peut créer énormément de situations dramatiques comme ça. Donc quand on s'interroge d'un point de vue humain sur les conséquences que ça peut avoir, ça fait assez peur. On en est à où dans ce... Non, pardon, tu voulais... Ouais, et je voulais ajouter quelque chose sur le droit d'asile. Le droit d'asile à Mayotte, il concerne surtout des personnes qui viennent d'Afrique continentale. Il y a beaucoup de... Ces dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui viennent notamment de RDC, par exemple,
la région des Grands Lacs, etc. Et qui, elles, font des demandes d'asile quand elles arrivent à Mayotte. Ces demandes d'asile mettent du temps à être traitées. Mais ces personnes-là, quand elles obtiennent l'asile, elles peuvent se rendre ailleurs en métropole. C'est pas une situation qui concerne les Comoriens qui, eux, sont pas dans cette démarche de demande d'asile en général. Il faut aussi noter que parmi les nombreuses restrictions qu'il y a au niveau de l'immigration, durcissement de l'immigration à Mayotte, un Comorien qui a un titre de séjour à Mayotte, mais qui n'a pas la nationalité française, il ne peut rester qu'à Mayotte. C'est-à-dire que par exemple, si je viens d'un pays et je suis en métropole, j'ai un titre de séjour, je peux me balader partout en métropole. Je peux aller à Lille, je peux aller à Marseille, je peux aller en Corse. Quand on a un titre de séjour à Mayotte, il est territorialisé, donc on peut rester qu'à Mayotte. Et ça, c'est quelque chose qui est critiqué aussi par les élus, et pour le coup, d'un petit peu partout, c'est que du coup, il y a une concentration de personnes à Mayotte qui pourrait être répartie sur l'ensemble du territoire s'il n'y avait pas ce titre de séjour territorialisé. Et l'autre côté, c'est des personnes qui disent que s'il n'y avait pas ce type de séjour territorialisé, il y aurait encore plus de monde qui arriverait à Mayotte parce que ça donnerait accès à toute la France. Mais donc c'est une des raisons qui fait qu'il y a une aussi grosse densité de population et autant de personnes étrangères à Mayotte, c'est qu'ils peuvent pas, même quand ils sont en situation régulière, ils peuvent pas quitter Mayotte. Sur la question du droit du sol, on en est à où dans le processus législatif ? Ben là, en fait, là, donc ça a été voté à l'Assemblée. Je peux revenir vite fait sur ce moment parce que moi, j'étais en tribune toute la journée, du coup, pendant la niche LR, et donc qui portait quasiment exclusivement sur cette réforme du droit du sol. Et c'était une journée très particulière parce qu'en fait, quand on y assistait en tribune, parce que donc le principe d'une niche parlementaire, c'est qu'en fait ils ont une journée pour faire adopter les textes de loi, enfin ce qu'on appelle les propositions de loi, dans l'hémicycle de 9h du matin à minuit. Et donc souvent c'est un peu une course contre la montre pour faire l'examen du texte, passer au vote et le faire adopter. Et meilleur exemple de ça, c'était la niche LFI sur la réforme des retraites, où du coup le camp présidentiel avait fait de l'obstruction et où du coup on n'était jamais passé au vote, et donc le texte aurait pu être adopté potentiellement à l'Assemblée puisqu'il y avait une majorité pour le voter. Mais l'obstruction, ça veut dire quoi ? Faire de l'obstruction, ça veut dire retarder l'examen du texte. C'est-à-dire qu'en fait, quand un texte est examiné, on examine les amendements. Il faut que chaque groupe, et il y en a beaucoup maintenant, puisse faire ses interventions dans l'hémicycle, poser ses amendements, etc. Et l'obstruction, ça consiste déjà, il y a plusieurs moyens de le faire, mais ça consiste déjà à déposer plein d'amendements. Donc déjà, il faut examiner tous les amendements, tout ça. Et ensuite, à faire des rappels au règlement, des interruptions de séance, des trucs comme ça, pour essayer au max de gagner du temps, vu que c'est juste 24 heures, quoi. Et donc là où les macronistes avaient réussi à le faire sur l'abolition de la réforme des retraites, du coup en octobre, là la gauche a essayé de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Mais ça a quand même duré longtemps, c'est-à-dire que le texte a été voté à 20h. Donc 4 heures avant la deadline, mais ils ont quand même réussi à retarder le truc beaucoup. Et donc c'était une vraie bataille dans l'hémicycle entre donc le RN, le gouvernement, enfin le camp présidentiel et la droite, face à la gauche pour le coup qui était vraiment unie et qui faisait vraiment des stratégies pour empêcher le truc d'être voté, quoi. Donc c'était assez impressionnant parce que pour les gens ça peut apparaître comme étant un truc genre juste des manœuvres un peu parlementaires, mais du coup c'était une séance vraiment hyper houleuse, quoi, où chacun dégainait des articles du règlement, Darmanin qui dégainait un droit constitutionnel pour faire tomber des amendements, enfin tout un tas de trucs comme ça, et beaucoup d'interruptions de séance qui montraient quand même que ce sujet était vraiment un combat où là il y avait deux camps en frontal et pour qui c'était des sujets vraiment on va dire presque politiquement structurants, quoi. C'est-à-dire que la gauche tenait vraiment à pas faire passer ce texte et c'était un sujet important pour elle, et de l'autre côté c'était aussi quelque chose de voilà. Donc dans cette nouvelle assemblée qui est parfois un peu confuse, là c'était vraiment un affrontement, quoi. Et donc du coup pour ce qui est du parcours, donc le texte a été voté à l'Assemblée et donc il va être logiquement adopté au Sénat. Alors là j'ai pas en tête si du coup le gouvernement va le mettre à l'agenda du Sénat, mais dans tous les cas en fait comme le Sénat est à majorité à droite, il y a aucun souci pour le faire adopter dans les mêmes versions, enfin dans la même version
par l'Assemblée et le Sénat, et du coup, ça va être adopté assez rapidement sans problème, quoi. Donc là, c'est plus qu'une question de temps, plus que oui, d'agenda, mais il y a vraiment aucun problème, et surtout, je pense que ça va aller très vite parce que, encore une fois, comme le Sénat est à majorité à droite, et que du coup la coalition droite plus camp macroniste, là ils ont vraiment une majorité vraiment pléthorique, ça va aller très vite, quoi. Tu disais qu'autour de ce sujet c'était que c'était un sujet hyper important pour les différentes forces politiques, donc on en parle beaucoup depuis le cyclone Chido. Moi j'ai l'impression, en étant un peu extérieur, que j'en avais jamais entendu parler avant, cette question de l'immigration à Mayotte. Est-ce qu'on en parlait quand même avant, ou est-ce que c'est apparu vraiment tout à coup, surtout avec ce cyclone Chido? C'est un sujet qui est assez ancien quand même, qui revient de façon un peu cyclique, pour deux raisons. Il y a le fait que le Rassemblement national, donc, qui s'implante beaucoup dans les Outre-mer, c'est vraiment beaucoup implanté à Mayotte sur ces questions d'immigration. Et après, de façon générale, que ce soit le RN, mais aussi la droite, et du coup parfois même aujourd'hui le camp présidentiel, beaucoup ont fait de Mayotte une espèce de laboratoire pour essayer d'avancer avec des bouts de réforme ou de spécificité sur les questions d'immigration, et aussi une façon de dénoncer les effets de l'immigration. Là où, je pense que Julien pourra le dire, la situation est vraiment très particulière à Mayotte, et donc en fait on ne peut pas simplement transposer les problèmes posés par l'immigration à Mayotte avec ce qui se passe en France. Mais justement, ceux qui veulent être à l'offensive sur l'immigration, elles veulent dresser un parallèle et dire que en fait, Mayotte, c'est la submersion migratoire en France, mais poussée à l'extrême, quoi, en gros. Et pour ce qui est, par exemple, de la droite, la suppression du droit du sol à Mayotte, Laurent Wauquiez, à l'époque, il était patron de LR, c'est pour ça que je le cite, en 2018, il proposait déjà de supprimer le droit du sol à Mayotte. Et on disait que c'était pas possible pour des raisons constitutionnelles, mais ils avaient déjà mis cette spécificité-là dans la loi de 2018. Et le projet de la droite, qu'ils ont là formulé et que Darmanin a aussi reformulé, etc., c'est de cette spécificité qu'on a introduite à Mayotte sur le droit du sol, de l'étendre à tout l'Hexagone. C'est-à-dire de remettre en question plus largement le droit du sol tel qu'il existe en France, et de dire, puisqu'on a réussi, sans modifier la Constitution, à mettre des spécificités dans le droit du sol à Mayotte, on peut aussi le réformer au niveau national, quoi. Et donc, en fait, aussi, il s'en cache même pas. C'est une façon, en introduisant ça à Mayotte, de donner des coups un peu déjà dans la législation sur le droit du sol. Et là, le dernier truc qu'on a appris depuis 2 jours, je sais pas quand c'est sorti exactement, c'est Valls, qui lui quand même s'est prononcé, donc qui est ministre de l'immigration, qui est ministre des Outre-mer, qui pour le coup s'est quand même prononcé contre le fait d'étendre cette réforme du droit du sol à tout le territoire. Il s'est prononcé dans quel sens du coup? Enfin, il a dit qu'il n'était pas favorable. Okay. Et Bayrou aussi, parce qu'en fait, du coup, tout de suite après le vote de la réforme du droit du sol à l'Assemblée, Darmanin, du coup j'étais là, je suis descendue aux 4 colonnes, et Darmanin est tout de suite descendu aux 4 colonnes pour dire aux journalistes, il faut maintenant le faire pour tout le pays, quoi. Et qui était une façon pour lui de couper l'herbe sous le pied de la droite, parce qu'il savait que notamment Retailleau allait dire ça, quoi. Et du coup, ça a forcé un peu le camp présidentiel à se prononcer. Et du coup, Bayrou, toujours de façon un peu floue, etc., a quand même dit le lendemain, non, c'est pas ça qu'il faut faire plus largement un débat sur l'identité nationale, sur le fait de qu'est-ce que c'est être français, etc. Et moi, j'ai appelé à ce moment-là, donc dès le lendemain, pas mal de macronistes, donc plutôt de l'aile gauche ou du MoDem, qui est un peu considéré comme l'aile gauche du camp présidentiel. Et eux, ils y sont carrément hostiles, voire pour le coup, c'est quelque chose qui vraiment les met très très mal à l'aise, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point de clivage, on va dire, dans la coalition qui est entre la droite et les macronistes au gouvernement, quoi. Et juste sur la question de l'immigration à Mayotte, c'est quelque chose qui revient depuis longtemps dans les débats. Dès qu'il y a une crise à Mayotte, et il y en a régulièrement, compte tenu de la taille du territoire, du gros taux de pauvreté, du fait que
comme on l'a évoqué avant, il y a plein de structures qui sont sous-dimensionnées. À chaque fois, on parle d'immigration. Il y a 1 an et demi, il y avait une grosse crise de l'eau. J'étais allé à Mayotte à ce moment-là. Et déjà, on parlait beaucoup de l'immigration. C'était des Mahorais qui se plaignaient du fait que eux n'avaient pas d'eau tout le temps, mais que dans certains bidonvilles, ils avaient vu que peut-être il y avait de l'eau qui coulait en permanence. C'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est pas nouveau. Et voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'en empare plus à l'échelle nationale, même si c'est déjà revenu quelques fois sur la table. Mais à Mayotte, c'est pas du tout un sujet nouveau. Il y a toujours eu une immigration aussi forte, ou ça a changé avec l'évolution du statut aussi de l'île? Ouais, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est en 95, il y a eu une instauration d'un visa entre Mayotte et le reste des Comores. Avant, il y avait une libre circulation. À partir de 95, ça a changé. Donc là, on s'est intéressé un peu plus à... Il y a eu de l'immigration illégale, là où avant elle n'était pas illégale. Et je sais que depuis les années 90, années 2000, il y a une énorme croissance de la population et des arrivées depuis les Comores qui ne cessent pas. Donc ça fait, je pense, une bonne vingtaine ou une trentaine d'années que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et depuis les années 2010, en tout cas, on en parle énormément. Et juste peut-être par rapport à cette histoire de Comores, les Comores, il y a un sujet un peu, justement, dont on parle pas trop pour le coup, qui est un peu un sujet géopolitique. C'est que les Comores, eux, sont dans un rapport à la France où ils ont une rhétorique parfois de remigration. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils revendiquent en fait ce territoire de Mayotte. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire, en fait, c'est censé être chez nous, quoi. Et donc, du coup, ils ont tendance à inciter, parfois plus ou moins directement, les populations comoriennes à aller à Mayotte pour peupler l'île, quoi. Un peu dans une espèce de débat un peu reversé par rapport à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, il y a un certain nombre d'experts un peu en diplomatie, en géopolitique, qui disent que une des solutions aussi, ce serait d'aller sur un volet diplomatique, c'est-à-dire de gérer cette question de migration avec les Comores. C'est-à-dire que les obliger, eux, à ne pas laisser une partie de leur population aller à Mayotte, ou en tout cas ne pas arrêter ce discours-là de les inciter. Enfin, et ils accusent en fait Macron de ne pas avoir laissé les diplomates français suffisamment travailler cet angle-là en fait dans la façon de gérer le problème de l'immigration, quoi. Je salue les nouveaux qui nous rejoignent et je prends une question du chat de Kyle CM qui demande concernant le bilan humain. Il me semble qu'on est toujours sur un bilan à 37 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, ça semble crédible? Julien, est-ce que toi, tu as des infos là-dessus ou pas? Ouais, il se trouve que la semaine dernière, j'ai interviewé le préfet de Mayotte pour faire un peu un tour de tout plein de sujets 2 mois après le passage du cyclone. Et parmi les sujets qu'on a abordés, il y avait cette question du bilan humain. Et il m'a fait une réponse assez détaillée. Donc le bilan officiellement comptabilisé par la préfecture, c'est 40 morts et 41 personnes qui sont disparues. Et le préfet m'expliquait que parmi ces disparus, il y en a une bonne moitié où il y a des tombes qui ont été constatées peu de temps après le cyclone. Ils n'ont pas demandé à ouvrir les tombes et à extraire les corps pour faire une autopsie, pour savoir si la personne était bien morte à cause du cyclone ou pas, mais ils pensent que c'est le cas. Et l'autre moitié des disparus, qui sont juste des disparus, on ne sait pas l'état devenu de ces personnes-là. Lui, à la préfecture, juge ce bilan crédible. Il pense qu'on n'est pas forcément... Il n'est pas forcément totalement exhaustif, du fait, comme j'ai expliqué, des premiers jours où c'était catastrophique et c'était très très dur de faire remonter les informations. Il y a probablement des choses des personnes qui sont mortes et qui n'ont pas été comptabilisées, mais il dit qu'on doit être proche de cette réalité-là. Donc ça fait 81 personnes entre les disparus et les personnes qui ont été constatées décédées à l'hôpital. Et lui, il dit qu'on est proche de la réalité. C'est dur de remettre en cause ce bilan dans le sens où on n'a pas eu, je parle pour moi et je parle aussi d'autres journalistes qui sont allés sur place, on n'a pas vraiment eu de témoignages de personnes qui nous ont dit bah oui, il y a eu plein de morts dans tel ou tel quartier et la préfecture ne les a jamais comptabilisés. Moi, par exemple, je suis allé dans un bidonville sur Petite Terre, qui est, je crois, le 2e ou 3e plus grand bidonville de Mayotte, qui s'appelle le bidonville de la Vigie. J'ai fait le tour avec des dames que j'avais déjà rencontrées il y a 1 an et demi, qui connaissent très très bien le bidonville, qui sont relais communautaires pour une ONG, et elles m'ont parlé d'un seul mort pour, je crois, 8000 personnes dans le bidonville. Donc, ce qui va dans le sens des chiffres de la préfecture. Et
des autres journalistes que je connais qui sont allés sur place, c'était un petit peu la même chose, peu importe où ils allaient. On leur parlait de 2-3 morts par-ci par-là, ce qui est dramatique, mais pas des centaines ou des milliers de morts comme on pouvait le craindre au début. Mais comment ça se fait qu'au début on parlait potentiellement d'avoir, enfin, quand on avait des craintes d'avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers de morts? Ce plusieurs centaines, plusieurs milliers de morts, cette citation-là, elle vient justement du préfet qui, je crois, le lendemain du passage du cyclone, ou le surlendemain, était sur Mayotte la première, et on lui a posé cette question du bilan humain, qui était impossible à établir à ce moment-là, et lui, il a dit que c'était compliqué de l'établir, on l'a relancé, de savoir s'il pouvait y avoir, si ça pouvait se compter en dizaines, en centaines, en milliers, et il a dit, bah oui, peut-être que ça se comptera en centaines, peut-être en milliers, peut-être en plusieurs milliers, mais c'était très très flou. Et ce qui a fait penser que ça pouvait être aussi dramatique que ça, c'est justement ces bidonvilles qui sont nombreux à Mayotte. On parle d'après, je crois, 40% des habitations qui sont en tôle, avec divers degrés de... Il y a des habitations en tôle qui sont plus ou moins solides, plus ou moins formalisées. Pour plein de ces bidonvilles, notamment le bidonville de la Vigie dans lequel je suis allé, c'était complètement détruit. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment plus une maison debout. Donc c'est ça qui a fait craindre à de nombreuses personnes qu'il puisse y avoir un bilan dramatique, parce qu'on s'imaginait que sous les décombres, il y avait forcément plein de gens. Et ce qui fait que le bilan est moins élevé que ce qu'on pensait a priori, c'est que déjà il y a une partie de cette population-là qui avait accepté de se rendre dans les centres d'hébergement mis en place par l'État, même si c'est pas forcément une majorité, parce que soit les gens n'ont pas été mis au courant, soit ils ont eu peur de s'y rendre, parce que dans les bidonvilles, il y a énormément de personnes qui sont étrangères et en situation régulière et qui avaient peur d'être, que ce soit un coup monté et qu'on les arrête en fait, qu'on les renvoie aux Comores, ou juste parce qu'ils ont une telle défiance envers les autorités qu'ils préfèrent rester chez eux. Et ce qui a fait que beaucoup de personnes ont pu être sauvées, c'est parce que c'est la solidarité à l'échelle très locale dans les bidonvilles. Par exemple, dans le bidonville de la Vigie, une des habitantes que j'ai rencontrées avait une maison en dur, il y avait juste le toit qui était en tôle, tout le monde s'est réfugié chez elle. Une des mosquées qui était plus solide que les autres du quartier a accueilli énormément de monde. Au milieu du bidonville, c'est assez surprenant des fois parce qu'il y a quelques maisons en dur qui paraissent être des vraies maisons, tout entourées de maisons en tôle. Pareil, on m'a montré une grosse maison qui, elle, a bien tenu le choc, qui est avec des murs en dur, et apparemment, il y a des dizaines de personnes qui sont réfugiées. Donc, a priori, c'est grâce à cette solidarité-là. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce bilan-là. C'est dur, donc, du coup, de le remettre en cause. Probablement qu'il y a des personnes qui ont été oubliées, probablement qu'il est un poil plus élevé que ça, mais c'est impossible de l'affirmer, et je pense qu'on n'aura jamais un bilan définitif. Il y a forcément des personnes qui vont avoir été oubliées dans tout ça. Mais justement, moi on m'avait dit aussi que ce qui était compliqué, je sais pas si c'était le cas quand tu y étais, c'est qu'il y avait une partie de l'île qui n'était pas accessible aussi, où en fait les secours n'avaient pas pu aller, enfin il y a eu que pendant assez longtemps il y a eu des endroits de l'île qui n'étaient pas accessibles. Ouais, pendant plusieurs jours, voire certains endroits plusieurs semaines, il y a des quartiers entiers qui n'ont pas vu de secours ou très peu eu de secours. Mais a priori, en faisant le tour des personnes qui, elles, ont pu se rendre dans ces quartiers-là à ce moment-là, des habitants du quartier, etc., on est sur un bilan qui doit s'approcher de celui évoqué pour l'instant par la préfecture. Et aussi, je pense que du coup, il y avait un débat sur le recensement, parce que comme il y a plein de personnes clandestines, on craignait que les gens soient pas recensés et tout ça. Et à ce sujet-là, en fait, dans le projet de loi d'urgence sur Mayotte, il y a un amendement qui a été voté sur faire le bilan des morts, justement. C'est-à-dire qu'ils ont... Et ça a été adopté à la majorité. Et je sais plus exactement comment c'est formulé, mais en gros, cet amendement va obliger les pouvoirs publics français à vraiment enquêter un peu en profondeur sur ce sujet-là, pour, dans la durée, une fois qu'on apparaît à l'urgence, comprendre est-ce que des gens ont été effectivement enterrés et qu'on ne l'a pas su, est-ce que des gens clandestins ont disparu, enfin, essayer de faire une espèce d'enquête un peu exhaustive, quoi. Il faut comprendre que dans les bidonvilles, comme dans tout autre quartier, quand il y a un voisin qui est mort ou le voisin d'un voisin, on le sait, parce que les gens communiquent entre eux, même s'ils sont en situation irrégulière, ils parlent quand même entre eux, ils se connaissent. C'est des quartiers en plus où il y a énormément de promiscuité, beaucoup de personnes au mètre carré. Donc je pense qu'on le sait encore plus quand il y a un voisin qui a disparu. Et donc si dans ces quartiers, les gens parlent de très peu de morts, c'est probablement la vérité. Au sujet des bidonvilles auxquels tu fais référence, est-ce qu'aujourd'hui, là, du coup, 2 mois après ce cyclone, est-ce qu'ils se reconstruisent? Ouais, c'est impressionnant, ils sont quasiment tous reconstruits. Il y a ce qui est encore plus impressionnant, c'est que comme il y a beaucoup de végétation qui a été cassée, il y a plein de bidonvilles qui n'étaient pas trop visibles parce que cachés derrière des arbres qui étaient très très denses, qu'on voit aujourd'hui. Et ouais, toutes les maisons sont debout, et ce qui s'entend parce que
même si on habite dans un bidonville, même si les autorités voulaient pas que les bidonvilles soient reconstruits, il y a plus de 100 000 personnes qui habitent dans ce genre de logement. Il fallait bien qu'elles aient un toit sur leur tête assez rapidement. Donc elles sont allées chercher des tôles qui s'étaient envolées pour les remettre debout. Il y a eu des pillages aussi de matériel dans des entreprises, dans des écoles, dans des bâtiments publics. Mais les bidonvilles aujourd'hui, elles sont après reconstruits. Et le bidonville de la Vigie dans lequel je suis allé, j'y étais allé 1 an et demi avant. Et l'idée, c'était de faire un peu une comparaison entre il y a 1 an et demi et aujourd'hui. Et c'était presque la même chose, quoi. Il n'y avait plus de végétation. Il y a quelques rues dont je me souvenais qui ont un peu changé dans leur forme, mais les maisons sont debout et c'est presque comme s'il n'y avait pas eu de cyclone. Juste ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y avait énormément de déchets quand même, des rues entières qui avaient été un peu condamnées pour mettre tous les déchets, soit les tôles qui étaient inutilisables, soit des meubles, ce genre de choses qui étaient là en vrac, qui n'avaient pas 1 an et demi auparavant. Mais sinon, c'était presque le même bidonville que celui que j'avais déjà vu. Parce que ma sous-question par rapport à ça, c'était qu'on aurait peut-être pu espérer aussi, finalement, après cette catastrophe, que ces bidonvilles, en effet, ne se reconstruisent pas. Aussi parce que ça met évidemment des personnes en situation de grande précarité. C'est pas prévu notamment politiquement, par le chemin législatif, soit penser d'autres solutions de logement pour les Mahorais. Ils ont essayé d'interdire cette reconstruction à partir du 3 au 4 janvier, je crois. La vente de tôle, elle a été, la vente de tôle a été interdite aux personnes qui ne pouvaient pas présenter de justificatif d'identité ou de justificatif de domicile. Moi, par exemple, si je reprends l'exemple du bidonville de la Vigie, les personnes avec qui je me suis baladé dans le bidonville, c'est 2 femmes qui sont comoriennes, qui vivent ici depuis plus de 20 ans. Elles payent un loyer pour le terrain qu'elles occupent, sauf que tout ça, ça se fait sous le manteau. Donc elles n'ont pas de justificatif de domicile, donc impossible pour elles d'acheter de la tôle si elles l'ont acheté légalement. Donc tout le monde joue de débrouille et donc il y a aussi des pillages. Et puis même si on peut en acheter, il faut avoir l'argent pour l'acheter. Mais si on voulait interdire la reconstruction du bidonville, il fallait proposer des solutions de logement à ces personnes-là. Quand on sait que Mayotte était largement détruite et que même les personnes qui avaient des habitations en dur, pour beaucoup, avaient soit plus de toit, soit l'habitation complètement détruite. Donc il fallait déjà trouver des logements pour ces personnes-là et qu'elles trouvent un moyen d'avoir un toit. Et on n'allait pas trouver en 2 jours 100 000 places de logement pour... peut-être même plus, pour toutes ces personnes dont les logements étaient détruits. Donc c'était impossible d'empêcher la reconstruction des bidonvilles. Et puis il y a aussi un espèce de paradoxe, c'est que à la fois du côté droite, tout ça, enfin tout ce volet-là, ils sont contre les bidonvilles, c'est-à-dire qu'ils voulaient pas qu'on reconstruise les bidonvilles, et en même temps ils veulent pas qu'on construise de l'habitat en dur pour des clandestins, ni qu'on pérennise parce que du coup les bidonvilles, de ce que je comprends, ils sont aussi construits parfois sur des terrains qui sont pas, qui sont occupés par des propriétaires. Enfin, il y a un peu de flou sur le cadastre, sur tout ça, et donc en fait. Il y a aussi une opposition pour ne pas que ces habitats informels, clandestins, deviennent des habitats en dur, quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas normal qu'il y ait des bidonvilles. Je pense qu'il y a de droite comme de gauche parce que c'est dangereux. C'est pas bien pour les personnes qui y vivent. C'est dangereux pour les populations autour. Là, typiquement, on a eu des tôles qui ont volé dans tous les sens. On imagine une tôle emportée par des vents à 240 km/h si elle atterrit sur quelqu'un ou sur l'habitation de quelqu'un, même en dur, c'est ultra dangereux. Mais il n'y a pas trop de solutions parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui n'ont pas de logement et qui doivent bien trouver un moyen d'avoir un toit sur leur tête. Et ils sont d'accord, les deux, à droite, à gauche, pour dire qu'il ne faut pas de bidonville, mais la gauche voudrait rendre cet habitat, en faire des habitats en dur, là où la droite, en dur, mais pas pour les gens qui habitent dedans, quoi. Donc en gros, c'est pas les mêmes solutions, quoi. Et d'ailleurs, sur le terrain politique, il y avait aussi au centre des débats le projet de loi d'urgence de reconstruction auquel tu as déjà fait référence. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer aussi plus concrètement ce qu'est ce projet de loi d'urgence de reconstruction de Mayotte ? Justement, c'était essentiellement des mesures d'urbanisme pour accélérer la reconstruction. Après, il y a un peu des petits amendements comme ça qui ont été rajoutés, notamment celui sur les tôles. Enfin, ça a été, du coup, ils ont fait voter un amendement avec ces mesures-là. Mais en fait, sinon, comme c'était un projet de loi qui a été élaboré dans l'urgence par le gouvernement démissionnaire, un peu avant les remontées de terrain et tout ça, on est vraiment juste sur un peu des procédures d'exception, sur l'urbanisme et tout ça, et pas sur vraiment des trucs structurels. Et puis c'est vraiment essentiellement sur la reconstruction, le logement.
Donc en fait, ce projet, il a été débattu mais très très vite voté. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'y trouvait son compte parce que il y avait pas les sujets d'immigration. Donc ça, la droite, les macronistes, l'extrême droite n'étaient pas contents à cause de ça et les élus locaux aussi. Et la gauche n'était pas contente parce qu'il n'y avait pas de mesures sur l'accès à l'eau potable, justement une reconstruction pérenne, l'économie, etc. Enfin, la droite aussi d'ailleurs n'était pas contente sur. Enfin, personne ne trouvait qu'il y avait suffisamment de choses pour, on va dire, quelque chose de structurel dans la durée. Mais tout le monde l'a voté parce que c'était un premier truc d'urgence, quoi. Et du coup, là, en principe, il y a un deuxième texte de loi qui est attendu, une loi programme pour Mayotte, qui a été promise par Valls dans les 2 mois. Mais bon, c'était déjà il y a quelques semaines. Et là, qui va peut-être probablement arriver, mais en fait, là, pour l'instant, on sait. Il y a pas elle n'est pas prévue à l'agenda parlementaire et on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Mais en gros, il est attendu un projet de loi, là pour le coup plus de long terme, pour faire plus une reconstruction de long terme. Mais probablement que ça va être quand même compliqué parce que il y a plein de sujets qui font débat et les enjeux sont complexes, quoi. Est-ce qu'on sait ce qu'en pensent les Mahorais de ces projets de loi, certains déjà adoptés, d'autres dont on ne sait pas encore ce qu'ils vont contenir ni quand ils vont vraiment arriver sur la table? Moi, c'est quelque chose qui revenait pas beaucoup dans la bouche des Mahorais en fait. Ouais. Ils étaient ils demandaient l'aide de l'État évidemment. Ils trouvaient que cette aide n'arrivait pas assez vite à leur goût. Ils parlaient beaucoup d'immigration aussi. Mais les Mahorais avec lesquels j'ai discuté, ils s'intéressaient pas forcément énormément à ce projet de loi-là, qui était d'ailleurs peut-être pour le grand public pas forcément très clair et difficilement compréhensible. Donc on n'était pas sur ces préoccupations-là. Toi qui étais sur place aussi, Julien, on n'en a pas encore parlé, mais il y a évidemment d'autres choses qui ont été impactées par ce cyclone, notamment le volet éducation. Toi, qu'est-ce que tu as pu constater dans les écoles de Mayotte qui ont été mises à l'arrêt, qui ont du coup faire leur rentrée aussi récemment? À la base, moi j'y allais en me disant que je pourrais faire un reportage sur la rentrée, parce que la rentrée devait avoir lieu au moment où j'étais à Mayotte. Et au final, la rentrée a encore été repoussée parce qu'il y a un autre cyclone qui est passé près de Mayotte, qui a fait beaucoup moins de dégâts, heureusement. Mais ils ont encore repoussé d'une grosse semaine la rentrée. Ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y avait certains bâtiments scolaires qui étaient plutôt en bon état. Il y en a qui avaient été impactés que très à la marge, et d'autres à l'inverse qui étaient vraiment détruits. Je suis allé avec David, le photographe, dans le nord de Mayotte. On est passé près d'une école qui était ouverte, donc on est rentré dedans, et toutes les salles de classe étaient ravagées, il n'y avait plus de fenêtres, plus de toit, et donc je suis à peu près sûr, je suis pas retourné dans cette école, c'était il y a 3 ou 4 semaines, mais c'est sûr que les élèves de cette école ne sont pas retournés en cours dans cette école-là. Donc ça dépendait des établissements. Ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est qu'au moment de la rentrée, donc début février, fin janvier, début février, il y avait à peu près 70% des élèves qui ont pu retourner en cours et que chaque semaine, il y en a des nouveaux qui peuvent y retourner. Le tout dans des conditions qui sont quand même pas optimales du tout. C'est-à-dire que même les bâtiments dont une bonne partie même les établissements dont une bonne partie des bâtiments ont été sauvegardés, il y a certaines classes qui sont inutilisables, donc qui sont obligées de gérer les emplois du temps d'une certaine manière pour que tout le monde puisse avoir cours à des moments. Donc ils mettent en place dans beaucoup d'écoles des roulements, c'est-à-dire que par exemple le matin ça va être les 6e et les 5e, l'après-midi les 4e et les 3e, et les élèves n'ont pas cours toute la journée comme c'est le cas dans le reste de la France, sachant qu'à Mayotte c'est déjà quelque chose qui est mis en place dans certaines écoles parce qu'il n'y a juste pas assez de place, donc des roulements matin après-midi. Et donc pour les élèves, c'est compliqué parce qu'ils ont raté des semaines de cours parce que la rentrée a été beaucoup repoussée, et ils se retrouvent à étudier dans des conditions qui sont pas parfaites. Donc il y a des examens qui vont être impactés. Je sais qu'ils ont mis la priorité pour ceux qui passent le bac, pour les BTS, pour ceux qui passent le brevet, mais il y a des épreuves qui vont pas avoir lieu, des examens qui vont être sur le contrôle continu, des épreuves qui vont être décalées. Donc c'est une rentrée compliquée, c'est du jonglage. Et ils font au mieux avec ce qu'il y a, mais c'est forcément très complexe quand on a déjà des bâtiments qui sont sous-dimensionnés pour le nombre d'élèves et qui, en plus, maintenant sont pour partie détruits. Tu as aussi écrit sur la biodiversité et l'agriculture impactée aussi par le passage du cyclone Chido. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ? Sur la biodiversité, ça se voit déjà à l'œil nu que beaucoup de choses ont été détruites. Les forêts, c'est vraiment impressionnant, même si quand j'y suis allé... C'est marrant parce qu'il y avait les arbres étaient détruits, mais il recommençait à y avoir de la verdure, notamment au sol. Là où les personnes qui ont vécu le cyclone me disaient que les premiers jours c'était tout gris, alors que Mayotte c'est vraiment particulièrement vert normalement. Mais les arbres sont détruits, donc toutes les espèces qui
sont dépendantes de ces arbres-là ont des soucis. C'est pareil pour les mangroves qui ont été quand même bien impactés. Donc il y a des oiseaux qui se reproduisent dans les mangroves, par exemple, qui n'ont pas pu se reproduire cette année et qui doivent bouger ailleurs. Il y a les maquis, qui sont des lémuriens qu'on voit énormément à Mayotte, qui se baladent d'habitude d'arbre en arbre. Et donc là, comme les arbres sont détruits, ils sont obligés de se balader beaucoup plus au sol. Donc on en voit beaucoup, par exemple, écrasés sur les bords des routes, parce qu'ils sont obligés de traverser les routes, là où d'habitude ils traversent dans les arbres. Ces maquis, ils vivent souvent en groupe. Donc d'habitude, on voit plutôt des groupes de 3, 4, 5 maquis. Là, j'en ai vu beaucoup qui étaient esselés, ce qui est pas normal. Et tout le monde a un peu de la peine pour eux. Il y a aussi des très, très grosses chauves-souris à Mayotte qu'on voit beaucoup d'habitude. Et là, j'en ai presque pas vu de mon séjour. C'est dur aujourd'hui de faire un bilan sur la biodiversité parce que c'est quelque chose qui se fera sur le long terme. Et puis même les arbres cassés, faudra voir à quel point ils reprennent ou pas. Mais ce qu'on se doute, c'est qu'il y aura un impact, mais il faudra savoir dans 1, 2, 3 ans s'il y a moins d'espèces, si les arbres, toutes les forêts qui ont été détruites, si elles ont repris, s'il faut les aider, etc. Et pour l'agriculture, c'est un peu le même souci, c'est-à-dire que si les arbres n'ont pas tenu, toutes les plantations n'ont pas tenu non plus. Donc je suis allé chez plusieurs agriculteurs et c'était juste complètement détruit. Ceux qui avaient des serres, il n'y avait plus de serres, c'était tout envolé. Ceux qui avaient des arbres, les arbres étaient tombés. Enfin, pour l'agriculture, c'est vraiment complexe. Sachant que Mayotte est déjà très très dépendant aux importations. C'est un des territoires les moins autonomes d'un point de vue alimentaire de France. Je crois que c'est le pire de tous. Donc là, ça va encore empirer parce que pendant au moins 1 an, on va avoir très peu, voire pas du tout de récoltes qui auront été faites à Mayotte. Et puis il y a la question de l'après. Est-ce que les agriculteurs qui n'ont pas eu de revenus pendant 6 mois, 1 an, ils vont pouvoir s'en sortir et reprendre leur activité? Il y a un autre souci aussi, c'est au niveau des indemnités pour ces agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup d'agriculture informelle de personnes qui ne sont pas déclarées. Là encore, on se rend compte qu'il y a un retard entre Mayotte et le reste de la France. Et donc ces agriculteurs-là, comment on les indemnise, comment on les aide, c'est des questions qui vont se poser. Mais je sais que tous les agriculteurs que j'ai vus, ils étaient déjà dans une étape de se remettre un peu en selle, de replanter, de réfléchir à comment ils pouvaient sur le court terme produire des choses. Mais ils étaient dépités parce qu'ils avaient vraiment tout perdu et c'est proche de 100% des récoltes perdues. C'est impressionnant. Je crois que j'ai relayé toutes les questions du chat. Est-ce que vous, il y a des choses que vous voudriez ajouter sur la situation en Mayotte 2 mois après le passage du cyclone Chido? Il va falloir qu'on continue de suivre, que ce soit comment les personnes le vivent sur place, comment ça se reconstruit, comment d'un point de vue politique ça évolue aussi. Parce que c'est le propre d'à peu près tous les territoires des Outre-mer, c'est qu'on n'en parle que quand il y a des catastrophes, et il faut qu'on continue de suivre et de s'y intéresser par la suite. Là, il y a eu un zoom mis sur Mayotte sans précédent, je pense. On l'a vu au niveau des donations, on l'a vu dans le traitement des médias, et il faut que ça continue, et qu'on continue de donner la parole à tout le monde et de s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Je vous remercie, Lucie et Julien, d'avoir été avec nous ce midi pour revenir donc sur la situation à Mayotte et toutes les discussions politiques qui ont pu suivre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et merci le chat. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Salut et à mercredi.